Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler décrypter la posture. Donc, dans la vidéo précédente avec Émilie, on a surtout parlé des expressions faciales. Aujourd'hui, on est avec Johanna. Salut Johanna. Salut. Et on va parler principalement de décrypter la posture, parce que évidemment tout ce que la tête de votre cheval vous dit, c'est très très important, donc on va en reparler aujourd'hui un petit peu, mais le reste du corps de votre cheval est aussi primordial pour comprendre exactement ce qu'il essaye de vous dire à l'instant T. Johanna, vous l'avez déjà découverte dans un webinaire, elle va revenir très prochainement pour un autre webinaire, donc ça c'est hyper cool. Vous la connaissez aussi peut-être sur les réseaux, sur Instagram avec le pseudo Pourquoi pas Johanna. Eh bien, je vais laisser Johanna se présenter plutôt parce qu'elle le fera mieux que moi. Et puis j'espère que cette vidéo va vous plaire aussi parce que c'est quand même hyper important de réussir à lire son cheval correctement. Donc allons-y, ne perdons pas plus de temps. Johanna, je te laisse y aller. Merci madame pour cette introduction. Alors, donc oui, moi je m'appelle Johanna. C'est bien, c'est que tout va ensemble. Mon prénom va dans mon compte Insta, donc en général ça les gens n'oublient C'est pas. facile. Donc je suis comportementaliste équin. J'ai fait simple. Plutôt que Johanna comportementaliste équin, j'ai fait pourquoi pas Johanna. Donc ça fait plus de 20 ans maintenant que je côtoie les chevaux. Ça fait 9 ans que le bien-être du cheval dans la relation avec l'humain m'obsède littéralement. Depuis que je me suis plantée avec ma jument quand je l'ai eue et que je faisais que manger du sable, j'en ai fait vraiment une obsession et un combat. Ça fait 8 ans que j'éduque et je rééduque des chevaux. Et ça fait 5 ans que j'accompagne des couples dans leur transformation avec leur cheval, donc dans leur relation avec leur cheval. Et donc là, récemment, j'ai même créé un accompagnement en ligne pour les propriétaires qui veulent créer vraiment une relation incroyable avec leur cheval. J'accompagne des petites sessions comme ça, et puis ils ont tout un cursus à suivre avec des modules, etc., des visios où on va échanger au fur et à mesure pour les aider et les épauler en fait dans cette transformation-là. Ça me paraît bien comme présentation, j'ai rien oublié. Bon, écoute, je pense que c'est pas trop mal. On Ouais, pourra hein. toujours en rajouter au fur et à mesure au besoin, hein. Allez, il y a besoin. Donc on attaque le vif du sujet du coup, donc décrypter notre cheval. Donc ce que la posture va nous donner comme information, ça va être des informations capitales sur l'état physique et émotionnel de notre cheval. Donc c'est hyper, hyper, hyper important. Je te change de côté parce que je vais plus avoir mes flèches comme je veux. Donc c'est si on peut décrypter tous ces signaux aujourd'hui, c'est grâce à l'éthologie. Donc c'est l'étude des comportements d'une espèce réalisé par des scientifiques qui s'appellent les éthologues, mais bon, ça, normalement, je pense que les gens sont au courant. Donc, c'est ce qui va nous permettre de nous approprier le monde du point de vue de notre cheval. Donc, comprendre quels sont ses besoins, ah, attends, hop, comment il a organisé sa vie et comment il communique. Donc, nous, ce qui va nous intéresser précisément ici, ça va être la perception qu'il va avoir des choses et sa manière de communiquer. Donc pour la perception des choses, on va s'intéresser à l'Umwelt. Donc c'est un mot allemand qui veut dire, je ne sais plus exactement, c'est je ne sais plus. Je vais faire de la science et je ne sais plus. Donc c'est en gros la perception qu'un individu va avoir du monde. Et donc on va s'intéresser au développement de ses sens et à l'aspect utile de chaque chose. Donc je vais revenir en détail dessus parce que là ça ne veut pas dire grand-chose comme ça. Donc déjà pour les sens. Je ne vais pas rentrer dans le détail concernant vraiment comment le cheval voit, entend, etc. Ça, il y a plein d'infos maintenant. Je vais essayer plutôt de faire une comparaison avec nous, ce qui me paraît plus parlant. Donc, concernant l'ouïe, le cheval va percevoir des ultrasons que nous on va pas percevoir et il va mieux localiser la provenance d'un bruit grâce à ses oreilles en forme de cône. Concernant la vue, donc on sait que le cheval il a une vision panoramique, ce qui n'est pas notre cas. L'acuité, la perception du couleur, l'habituation au changement de lumière va être différente de la nôtre. L'odorat, donc il est beaucoup plus utilisé que pour nous. On a un bulbe olfactif qui est plus développé et l'organe de Jacobson qui est présent et actif, ce qui n'est vraisemblablement pas trop notre cas. C'est donc tout ce qui est lié pas aux hormones, à l'autre, aux phéromones. Le goût, donc, il est potentiellement plus efficace puisque bah, il est lié à l'odorat. Donc, on a très peu d'études. Dis-moi si je me trompe, hein, Maud, mais il me semble qu'on a très peu d'études à ce sujet-là, en tout cas aux dernières nouvelles. Bah, de toute Et façon, c'est quand même assez compliqué hein, de demander à un cheval s'il a plus de goût qu'un autre ou ça reste quand même des études assez dures à mener quand ouais, on n'a pas vraiment la parole, hein. Donc, c'est ça. Donc, ouais, on a peu d'infos là-dessus, mais on conclut quand même que c'est plus développé que chez nous.
Et pour le toucher, donc on sait que le cheval il a une peau mobile, ce qui n'est pas notre cas, et que la sensibilité est variable en fonction de l'individu, de la zone et de l'épaisseur des poils. Concernant donc l'aspect utile, donc on va utiliser l'exemple d'un arbre. Là, je pense que partir sur un exemple plus concret ce serait plus facile que d'utiliser des mots en allemand et d'essayer de les décrypter, n'est-ce pas? Donc on prend un arbre. Si on prend le cas de notre cheval, cet arbre, il va le voir comme une protection contre le soleil. Si on prend l'exemple d'un écureuil, cet écureuil, il va pouvoir se nourrir grâce à cet arbre. Si on prend l'exemple d'un oiseau, lui, il va pouvoir y faire son nid ou s'y réfugier. Si on prend l'exemple d'un blaireau, lui, il va creuser son terrier dans les racines de l'arbre. Et si on prend l'exemple d'une fourmi, elle va vivre sous les écorces. Donc là, on a 5 espèces et on a 5 perceptions complètement différentes de l'arbre. Donc il faut se dire que n'importe quel élément dans l'environnement du cheval peut être perçu complètement différemment de nous. Et pour toutes les espèces, c'est pareil. Mais là, vu qu'on s'occupe du cheval, on va déjà essayer de se mettre dans la tête de notre cheval, ce sera déjà pas mal. Donc, s'approprier l'umvette de notre cheval, c'est primordial pour le lire correctement, évidemment. Et cette phrase, je crois qu'il faut l'intégrer parce que souvent, bah, c'est quelque chose qu'on a du mal à intégrer. Ouais, c'est quelque chose qu'on a du mal à se garder en tête quand on a un cheval qui réagit d'une manière où on comprend pas. On a du mal à essayer de se mettre à sa place. Et pourtant, c'est hyper important. La communication. Donc, on a en gros façon de communiquer. On va avoir la communication corporelle, donc les postures, les gestes, les mimiques, l'énergie, la tonicité. La communication sonore, donc tout ce qui est à base de hennissement, les ébrouements, ronflements, couinements, appels de contact. La communication olfactive, donc les odeurs, les phéromones. Et la communication tactile, donc tout ce qui va être contact physique. Et nous, donc, ce qui va nous intéresser, ça va être la communication corporelle. Donc, la communication corporelle, on reprend les 5 que j'ai cités. Donc la posture, donc ça va être tout ce qui est position du corps ou de certaines parties du corps. Les gestes, donc là les mouvements de chaque partie du corps, ce qu'on appelle souvent finalement à tort les signaux, puisqu'en fait les signaux c'est l'ensemble, mais c'est vrai que nous on a tendance à se focaliser sur les gestes ou à la limite la posture, mais beaucoup plus souvent les gestes. Les mimiques, donc ça va être les mouvements plutôt au niveau du visage que normalement vous avez dû voir dans le l'épisode précédent. Je sais pas si tu utilises le terme épisode ou webinaire. L'énergie, donc la vitesse, l'intensité des mouvements et la tonicité, donc plutôt ce qui va être tension musculaire. Du coup, donc ce qui va être hyper important à identifier, ça va être 4 états principaux. On va avoir tout ce qui est signaux de détente, donc quand le cheval est en état de bien-être, donc ça va être notre état de référence, puisque un cheval en état de bien-être est normalement détendu, donc ça va être hyper important de savoir déceler ça et de voir surtout quand il n'est pas dans un état de détente. Et après, donc, on va voir comment identifier les signaux de douleur. Donc, quand notre cheval est douloureux, stressé ou frustré. Donc, la frustration, pour rappel, c'est une émotion qui s'apparente un petit peu à la colère. Pourquoi ces 3 états-là? Parce que c'est 3 états qui peuvent mener à des réactions qui peuvent être dangereuses aussi pour le cheval et pour nous. Et du coup, c'est vrai que c'est ces 3 états-là qui mènent principalement à la perte de contrôle en général. Et bon, après, il y a aussi les explosions de joie quand on joue ou quoi, mais bon, je trouve que c'est quand même moins... C'est plus une question d'éducation finalement que là de lecture du cheval, alors que ces 3-là, ils sont vraiment... si on sait pas lire le cheval, on peut vraiment passer à côté et ça peut vraiment dégénérer. Du coup, donc, un cheval dans un état de bien-être, ça ressemble à quoi? Eh ben, ça ressemble à peu près à ça. Alors bon, j'ai pris des photos à chaque fois, donc évidemment, j'ai fait du mieux que j'ai pu. Mais globalement, donc un cheval qui est en état de bien-être, il peut avoir un postérieur au repos, il peut aussi être couché, selon où il en est dans son état de bien-être. S'il est au max, il peut vraiment lâcher prise et se coucher. On va avoir souvent une queue en position neutre, donc ni plaquée ni relevée. Une encolure à hauteur du garrot. Là même, elle est un petit peu haute sur la photo. Tout ce qui est au niveau de la tête, normalement, vous l'avez vu, donc je reviens pas dessus, mais voilà, on a globalement un faciès assez relâché, une bouche détendue, une mâchoire détendue, pareil, on voit pas les muscles. Au niveau des joues, hop. Au niveau du coup de l'énergie, en général, on est sur une énergie neutre, voire basse, et au niveau des tensions musculaires, et ben, les muscles se sont globalement relâchés. Ce qui veut dire que ce petit poulinou là, il pourrait très bien être détendu. Ensuite, donc un cheval douloureux, ça va ressembler à quoi? Donc ça va ressembler potentiellement à ça. C'est-à-dire que on peut, donc là c'est comme pour les signaux de détente d'ailleurs, c'est la liste elle est non exhaustive, hein. Je donne les principales caractéristiques les plus courantes, on va dire,
mais il peut y avoir plein d'autres choses. Donc là, on peut avoir une réduction d'appui sur un ou plusieurs membres, donc notamment quand on a des boiteries ou ce genre de choses. On peut avoir des mouvements incontrôlés ou des raideurs, notamment au niveau des membres. Une position campée, très caractéristique pour les chevaux par exemple qui sont en fourbure. On peut avoir un cheval qui se regarde les flancs, un cheval qui transpire. Hop. On peut avoir un cheval qui répète les flémènes. Ça, c'est un signal, je trouve, qui est pas assez connu, mais c'est pourtant souvent un signe de douleur. Bon, ça peut être aussi un signe pour détecter une odeur et analyser une odeur, mais souvent c'est aussi un signe de douleur. Le cheval qui grince des dents, qui bâille, une augmentation du rythme respiratoire. On peut avoir des automutilations, on peut avoir un cheval qui gratte le sol, qui se roule ou qui reste couché, et même voir qui se jette. Enfin, on a des chevaux quand ils ont très très mal, ils peuvent se jeter carrément dans les murs, etc. Euh, donc en énergie, là, ça peut être soit complètement, on peut avoir un cheval complètement électrique, donc une énergie très haute, très agitée, un cheval qui fuit ou qui se défend ou qui est agressif. Ou on peut avoir un cheval complètement apathique, donc dans une énergie hyper basse, qui est éteint, qui réagit à rien. Et du coup, bah, au niveau des tensions musculaires, ça va être variable puisque selon dans quel état il se trouve, en général, les muscles vont être quand même tendus, au moins au niveau de la douleur, mais à l'œil, c'est pas forcément hyper flagrant, je trouve. Ce qui veut dire, du coup, non, c'est pas ça. Donc on a l'échelle AGS qui est hyper intéressante. Donc normalement, vous avez dû en entendre parler, Horse Grimace Scale, qui permet, grâce aux signaux faciaux du cheval, d'évaluer la douleur. Et donc, ce qui veut dire que ce petit poulineau tout mignon qui avait l'air détendu tout à l'heure, il pourrait aussi potentiellement être complètement douloureux. Un cheval stressé, du coup, donc ça ressemble à quoi? Donc pour moi, le stress, il se gradue en fait en trois. Donc on pourrait utiliser l'échelle du stress. Donc on a les signaux d'apaisement dans un premier temps, les comportements de substitution et les signaux de stress franc. Donc pour les signaux d'apaisement, ils ont deux fonctions. Donc ils peuvent soit servir à apaiser une situation de tension. Donc ça c'est souvent dans le cadre d'interaction en fait avec un autre congénère. Donc le cheval arrive en mode je veux pas d'embrouille, je monte pas de blanche et donc il va y avoir des détournements de regard, des choses comme ça pour montrer que vraiment il est là pour être en paix et qu'il veut pas de bagarre. Ou alors, il peut avoir pour fonction de s'auto-apaiser donc dans une situation stressante. Donc, par exemple, on va avoir une situation de stress. Donc là, le cerveau va lancer l'alerte. Il va y avoir tous les muscles qui vont se tendre. Il va se passer ce qui va se passer. Il va y avoir un dénouement. Donc, une fois que la situation est résolue entre guillemets, là, le cheval va émettre un signal d'apaisement pour s'auto-apaiser. Et là, on retourne à la normale. C'est très schématisé, mais je peux pas rentrer trop dans les détails non plus, je pense. Je sais pas ce que t'en penses, Maud, mais ça me paraît Ouais, après ça va être compliqué. Après, je pense qu'il est vraiment important de se rappeler, c'est que c'est pas parce qu'un cheval émet un signal d'auto-apaisement que ça veut dire qu'il est apaisé. Ça veut dire qu'il essaye de faire diminuer son niveau de stress, mais yes. avec le signal, ça veut pas dire qu'il y arrive en fait. Donc Hmm. par exemple, bah, il y a une étude qui est sortie là, en 2025 récente qui parlait justement du fait de se lécher les lèvres. Comment les chevaux, tu sais, quand ils font pour essayer de Hmm. s'apaiser. Et il montrait que ça, c'était vraiment lié au niveau de stress. Plus le cheval était stressé, plus il se léchait les lèvres. Mais que c'était pas parce qu'il se léchait les lèvres, en fait, qu'on avait une diminution du stress. Et ça, c'est Bah très, très oui. important de se le rappeler. C'est Si la comme quelqu'un. situation elle continue, de toute façon, ça, il essaye, mais il va essayer tant qu'il est stressé. Exactement. Mais En du fait. coup, je trouve dans l'éducation du cheval, dans le travail du cheval, c'est vraiment très, très important de se dire, OK, c'est pas parce qu'il s'est léché les lèvres qu'il est relâché, Oui. qu'il est OK avec l'exercice. Ça veut dire que ça l'a stressé. Donc, soit il faut emmener l'exercice autrement, soit il faut répéter jusqu'à ce qu'il comprenne vraiment, etc. Mais pas dire, OK, il a fait un signal de relâchement, d'auto-apaisement. En tout cas, c'est pas pour ça qu'il est bien. Voilà. Yes. Bon, on y vient justement. Donc, Voilà. un signal J'ai d'apaisement. spoilé, j'ai spoilé. C'est pas grave. Donc ça veut pas dire qu'un exercice est compris et ça veut pas non plus dire que le cheval est détendu. C'est un indicateur de tension. Donc c'est super important d'en avoir conscience et donc la tension, comme tu l'as dit, elle est parfois inévitable hein, quand tu travailles, etc. Et elle est pas foncièrement nocive, mais ce qui la rend nocive, c'est quand on n'en fait pas bon usage et qu'on l'utilise trop souvent. Et c'est ce que ça revient à ce que tu disais, c'est que si on continue à l'exercice, etc., à le mettre en tension, si on continue ouais, à le mettre en pression comme ça, bah, il va y avoir des signaux d'apaisement, mais c'est pas du tout productif en fait. Hop, donc, signal d'apaisement, ça ressemble à quoi? Du coup, donc pareil, les plus courants comme jusque-là.
on peut avoir un postérieur au repos, on peut avoir pour les ongles ou les Antilles un pénis sorti, un cheval assez immobile, il peut secouer l'encolure, on peut avoir des yeux mi-clos ou qui clignent, des mâchouillements, des soupirs, des bâillements, des ébrouements et des détournements du regard, de la tête ou du corps. Au niveau de l'énergie, en général, on est sur une énergie plutôt basse ou modérée et les muscles sont plutôt relâchés à modérément tendus. Ensuite, on a donc les comportements de substitution. Donc ça, c'est assez peu connu en vrai. Donc c'est des activités qui n'ont rien à voir avec la situation de tension et qui sont effectuées de manière volontaire pour détourner la tension et s'apaiser. Donc le cheval, il est stressé parce que, j'en sais rien, parce que son copain il est parti, il va aller brouter. Alors on le voit parce que c'est des chevaux qui vont brouter de manière hyper stressée et tout. Mais c'est pour en fait détourner son attention. Et donc ça n'a rien à voir directement avec le fait que le copain parte ou s'il faisait quelque chose qui a un lien direct, il irait, je sais pas, courir après ou ce genre de choses par exemple. Je sais pas si mon exemple est très percutant. Si, si. Donc les plus courantes du coup, ça va être secouer l'encolure, ça va être se déplacer, donc souvent des chevaux qui vont faire des allers-retours, manger comme je disais, mordiller, donc se mordiller aussi ou lécher quelque chose, une surface, se gratter, se frotter, gratter le sol ou se rouler et flairer le sol. Donc ça c'est les plus courants, mais il peut y en avoir plein, 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 plein. Et du coup, je reviens juste sur Bon. se rouler, parce que du coup, on dit toujours un cheval qui se roule, c'est un cheval qui est relâché, mais pas Mm. forcément. Comme le coucher tout à l'heure. En fait, là, vous allez voir, je dis vous, mais je te vous vois pas, mais les gens vont voir que, il y a plein de fois où il y a des signaux qui reviennent dans toutes les situations. Et c'est pour ça que les signaux, c'est bien, mais ça suffit pas. On verra ça après. Du coup, donc on a une énergie là qui est quand même assez modérée, jusqu'à assez haute. Et en général, on a une tension, musculaire modérée à élevée. Et donc, oui, on peut supposer que les stéréotypies sont souvent des comportements de substitution qui se sont ancrés à force d'être répétés. Donc, le cheval, pour se rassurer, va émettre des comportements et puis en fait, bah, ils deviennent carrément un automatisme à force et ça devient un tic où le cheval va vraiment faire ça, même quand il n'y a pas vraiment de raison ou quand ça commence un tout petit peu à se déclencher, il va déjà partir sur ce comportement avant même d'être dans un état de stress modéré. Et puis, juste pour rappel, par rapport au tic, quand un cheval tique vraiment sur du long terme, en fait, ça engendre des modifications au niveau de son cerveau. Il a des zones du cerveau qui vont plus se développer que d'autres. Donc, ça devient vraiment une habitude. Et même si le cheval, il est dans les meilleures conditions possibles, bah, le tic est vraiment ancré et il sera là. La petite aparté sur le tic, il y a un article intégral sur le site avec tous les recherches, ce qui peut causer les tics, comment vous pouvez aider votre cheval avec des compléments, relâcher le stress, etc., etc. Donc, je vous mettrai le lien sous la vidéo. N'hésitez pas à aller y faire un tour si vous avez un petit cheval qui tique. Donc du coup, on passe aux signaux de stress. Donc là, on est à l'échelle maximum du stress, c'est-à-dire que c'est la dernière étape avant le passage à l'action, c'est-à-dire en général la fuite ou l'attaque. Donc là, on a le mode survie qui s'active et c'est là où en général on perd le contrôle. Donc un cheval qui est en posture d'alerte, donc souvent il va être hyper, alors soit très immobile et il va avoir des gestes hyper vifs. On va avoir souvent des tensions musculaires. Il peut avoir les naseaux dilatés, ronflés, les yeux exorbités, les oreilles en avant et dressées, une encolure haute, la tête haute. Et souvent c'est un cheval qui peut aussi faire beaucoup de crottin. Et après donc là c'est posture d'alerte. Quand le cheval est très stressé, évidemment, on peut avoir un cheval qui va tourner en orbite autour de nous. Enfin là après on part sur la perte de contrôle entre guillemets parce que bon quand on contrôle encore, mais je veux dire, après, ça peut dégénérer. Là, on reste sur la posture d'alerte, mais quand ça part, on peut avoir beaucoup de mouvements aussi, des défenses, un cheval qui se met debout, par exemple, ce genre de choses. Donc là, on est sur une énergie haute et des muscles tendus. Et ensuite, on passe sur la frustration. Donc, à quoi ressemble la frustration? Donc, elle peut ressembler à ça. Donc, un cheval qui va être qui va avoir un aspect un peu ronchon, hein, qui va taper des antérieurs ou des postérieurs, qui peut envoyer des ruades, qui peut gratter le sol. Souvent, donc, au niveau de la tête, voilà, on va avoir un faciès un peu crispé. Donc, ça, je passe les détails puisque vous l'avez déjà vu. On peut avoir le pénis sorti et des fois, il manque queue. J'ai parlé, enfin, je sais pas si ça a été précisé dans l'autre, mais on peut avoir des comportements où le cheval va être agressif, donc il va pouvoir venir vraiment mordre, menacer. Donc dans ce cas-là, on a une énergie qui va être haute et une tension musculaire élevée.
Ou alors un cheval frustré, ça peut aussi ressembler à ça, donc complètement détaché en fait. Donc on peut avoir voilà un faciès un peu blasé, ouais détaché, toujours le pénis sorti et détournement de la tête du corps où il va marcher carrément dans une autre direction, donc un cheval qui décroche en fait totalement. Donc en général ceux-là ils vont avoir une énergie assez basse et les muscles vont être relativement relâchés. Et sauf qu'en fait, ce cheval-là que j'ai utilisé donc pour la frustration, il pourrait tout à fait être inquiet. On voit qu'il a les yeux, on voit le blanc des yeux, il a les oreilles tournées vers quelque chose, on ne sait pas trop. Je pense qu'on peut dire que sa face a l'air assez tendue, donc on pourrait avoir un cheval qui écoute, qui est assez tendu, qui est assez inquiet. Celui-ci que j'ai utilisé pour la douleur, non, pour la détente, pardon, il pourrait être douloureux en fait, puisque il est en appui par exemple sur trois membres au lieu de quatre. Il n'a pas un faciès forcément tout détendu avec les oreilles par exemple qui iraient sur le côté. Son encolure, moi j'ai parlé d'encolure relâchée tout à l'heure, mais en vrai on aurait pu faire mieux au niveau de la photo, donc il pourrait totalement être douloureux. Et le dernier que j'ai utilisé pour les signaux d'apaisement, bah, il pourrait très bien être détendu puisque un cheval qui mâchouille, qui bâille, qui tire la langue, je sais pas trop ce qu'elle fait, bah, ça peut être un cheval aussi qui se détend. Donc, comme quoi, ça ne suffit pas, oups, ça ne suffit pas de regarder juste les signaux. Et donc, pour la petite histoire, du coup, donc ça, c'est ma jument bohème, pour ceux qui la connaissent pas. Donc, cette photo, c'est celle que j'ai utilisée pour montrer la frustration il y a 2 minutes. Et donc, on pourrait croire qu'elle est frustrée, qu'elle s'est roulée, qu'elle est en train de se secouer, ou qu'elle menace ou qu'elle agresse quelqu'un ou un autre cheval. Donc ça, c'est un sondage que j'avais fait en story sur mon compte Insta, où c'est les réponses hein, qui étaient ressorties, j'invente rien. Sauf que voilà ce qui s'est passé avant. Donc juste avant, je lui ai demandé de se coucher, elle s'est roulée. Donc la probabilité qu'elle soit en train de se secouer, elle est pas mauvaise. Sauf que juste après, en fait, on voit que elle a vu quelque chose. Donc sur ce jour-là, en fait, il y avait plein de chevaux qui passaient sur la plage, donc à je sais pas une dizaine, une vingtaine de mètres de nous. Et donc, effectivement, bon, on était en train de faire une séance et c'est vrai qu'elle était assez perturbée par ça. On voit qu'il y a ma chienne Tara qui est en bas qui cherche visiblement son attention. Ensuite, on a la fameuse photo. Et juste après, bah, on voit qu'elle revient au galop dans une attitude plutôt positive, hein. On voit pas d'oreilles plaquées, on voit pas de faciès trop figées. Les allures, elles ont l'air souples. Elle revient dans un petit galop plutôt sympa. Donc, comment on peut tirer des conclusions de ça? Et ben, en fait, c'est un petit peu compliqué parce que ça pourrait être une frustration brève liée à mon rappel. Donc, du coup, par rapport aux chevaux qu'elle a vus, etc., peut-être que ça peut l'avoir saoulée que je la rappelle à ce moment-là. Ça pourrait être Tara qui a généré de la tension. Ou ça peut juste être sa tête quand elle part comme une dingo, puisque je soupçonne, on n'a pas les photos, mais je soupçonne que là, entre deux photos, il y a eu des petits coups de cul, puisqu'elle faisait que sauter en l'air ce jour-là. Donc on le saura jamais. On saura jamais ce qui s'est passé. Tout ce que je sais, c'est que cette photo, elle est pas du tout à l'image du moment qu'on a passé, et ni à son attitude générale lors de cette séance. Donc c'est là où je veux vraiment avertir, c'est que on peut jamais se fier à une photo pour évaluer l'état d'un cheval. Jamais, jamais, jamais. Parce que autant on a des chevaux qui vont avoir une super attitude sur une photo à cheval, hein, avec un cavalier, on a l'impression que le cheval, il est pépite, il est bien, il fonctionne super bien et tout, il a l'air nickel. Et en fait, toute la séance, il était complètement en défense ou complètement encapuchonné ou j'en sais rien. Ou au contraire, on peut avoir un cheval où t'as l'impression que là, à l'instant T, ça va pas du tout, et en fait, c'est juste une photo prise au mauvais moment, et puis bah voilà, ça arrive, c'est comme ça. Et deuxième chose, observer les signaux qu'il émet, ça suffit pas, puisque bah c'est pas assez d'informations finalement. Donc pour une bonne lecture, on va avoir besoin donc d'observer les signaux, évidemment, hein. On a quand même fait un webinaire dessus, donc c'est que c'est utile, mais il faut le faire en complément d'autres choses. Donc éventuellement observer des combinaisons, puisque un bâillement tout seul, ça veut rien dire. Par contre, un bâillement avec un postérieur au repos, avec une énergie basse, bah là, on va avoir plutôt un cheval en état de bien-être. Ça va être différent d'un bâillement avec une attitude agitée, des mutilations, où là, on va plutôt peut-être penser à de la douleur. On va prendre en compte aussi le tempérament du cheval, puisque les réactions, elles vont être différentes en fonction des personnalités de chacun, comme pour nous, hein. Un cheval qui va être rationnel, hyper introverti, il va pas exprimer son stress de la même manière qu'un cheval qui va être très émotif, très extraverti. Le premier, il va peut-être avoir tendance, par exemple, à se figer, à s'enfermer dans sa bulle. Le deuxième, il va être en orbite autour de nous, en train de sauter dans tous les sens. On prend en compte aussi sa disponibilité, puisque moins il est dispo, plus ça veut dire que ce qui traverse prend de la place et plus il y a potentiellement urgence à désamorcer la situation.
Un cheval qui répond plus aux demandes parce que il est trop frustré, bah, il va falloir calmer la situation avant qu'il devienne agressif, par exemple. Ou un cheval qui est en état d'alerte, où on sent que là, on a la cocotte minute qui est chargée, qui va exploser, bah, si on arrive à désamorcer avant, c'est mieux. Donc voilà, plus on voit qu'il n'est pas dispo, plus il y a urgence. On observe l'environnement, donc pour identifier les potentiels éléments déclencheurs. Un chien qui débarque de nulle part, qui déclenche une grosse réaction de peur de ton cheval, par exemple, bah, c'est peut-être utile de l'avoir observé et de l'avoir pris en compte. On prend en compte aussi le contexte, donc souvent c'est lié à l'environnement, mais le contexte il peut avoir une grosse influence sur les réactions du cheval. Une ambiance concours avec du bruit, d'autres chevaux, ça peut favoriser le stress, même quand c'est à la maison, alors qu'un contexte hyper calme et serein, ça peut favoriser de la détente, même dans un endroit que le cheval connaît pas. Et surtout, 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 pour chacun de ces critères, on fait en sorte de voir le monde avec les yeux de notre cheval, donc l'Umwelt qu'on a vu au début, et on fait preuve de bienveillance, d'empathie et de patience. Ça, je dirais que c'est la règle la plus importante si on doit tout retenir. Et voilà, j'ai fini mon speech. Merci beaucoup, c'était une super introduction pour les vidéos qui vont venir. Donc maintenant, là, on a fait vraiment une intro générale de ce que vous devez observer et comment ça va vous servir. Et maintenant, dans les vidéos qui suivent, qui seront postées prochainement, vous pourrez vraiment voir des cas concrets de chevaux qui sont en action, qui font quelque chose et de comment est-ce qu'on peut les observer, qu'est-ce qu'il y a à observer, qu'est-ce qu'on peut tirer de la situation, etc. Donc, ce qui est hyper important au quotidien, comme on disait, hein, parce que le but, c'est pas d'observer juste 2 secondes et de tirer une conclusion, mais vraiment sur plusieurs minutes, voire plusieurs heures ou plusieurs minutes, plusieurs fois dans la journée. Alors, je sais qu'on peut pas toujours le faire, même si on aimerait bien être là tout le temps pour les surveiller, mais c'est ça vraiment qui va pouvoir vous donner un avis global de votre cheval, comment il est dans son environnement, s'il se sent bien, qu'est-ce qui pourrait être amélioré, etc. Et ça, c'est hyper important. Eh ben, Johanna, je te dis merci beaucoup. Et puis Avec plaisir. on se retrouve dans la deuxième vidéo très prochainement. Yes. Et ben, je vous souhaite à tous une très bonne journée, bonne soirée, bonne nuit si vous allez dormir, bon appétit si vous êtes en train de manger. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!